À la veille d'une fusion à plusieurs milliards, une cyberattaque met en péril tout ce qu'un entrepreneur a construit en 15 ans. Alors que tout semble perdu, une fillette de 12 ans apparaît de nulle part avec une tablette à la main et une question inattendue « Je peux aider ?» Dans cette nuit silencieuse, commence un sauvetage que personne n'aurait pu prévoir, venant de quelqu'un que personne n'aurait imaginé. La nuit parisienne était particulièrement froide en ce mercredi de juin. Du haut du 23e étage de la tour de bureau du quartier de la Défense, Bernard Allaire observait les lumières de la ville s'étendre comme un tapis infini d'espoirs et de rêves d'autrui. Ses propres rêves, cependant, s'effondraient à cet instant précis. Les écrans autour de lui clignotaient d'un rouge furieux, comme des plaies ouvertes, saignant toute son histoire de 15 années de travail acharné. Bernard avait 40 ans, des cheveux grisonnants sur les tempes qui, selon lui, conféraient élégance et maturité à son apparence. Il portait un costume gris impeccable, même à cette heure tardive de la nuit, car il ne permettait jamais que son apparence reflète la moindre fragilité. Mais ce soir-là, sa cravate était desserrée, les premiers boutons de sa chemise ouverts, et ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il tentait pour la 100e fois d'accéder aux serveurs centraux de TechVision, l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien et qui agonisait maintenant sous ses yeux. La cyberattaque avait commencé vers 19 h, juste au moment où il révisait les derniers détails de la fusion avec Global Tech International, une affaire de près de 400 millions d'euros qui placerait TechVision sur la carte mondiale des grandes entreprises technologiques. Tout était planifié au millimètre près. La réunion définitive devait avoir lieu le lendemain matin, et les investisseurs avaient déjà manifesté leur enthousiasme face aux chiffres que Bernard avait présentés au cours des dernières semaines. Mais en l'espace de quelques minutes, tout le château de cartes s'était effondré. D'abord, ce furent les alertes de sécurité, puis les accès bloqués. Ensuite, des fichiers essentiels commencèrent à disparaître comme brume au soleil. Bernard convoqua toute l'équipe informatique. Ils arrivèrent en courant, ils essayèrent tout. Rien ne fonctionna. Les pirates étaient des professionnels, ils connaissaient chaque faille, chaque vulnérabilité. C'était comme s'ils avaient le plan complet de l'infrastructure numérique de l'entreprise. Vers 22 h, après des heures de tentatives infructueuses, Bernard renvoya tout le monde. C'était inutile. Le mal était fait. Maintenant, seul dans son bureau vaste et glacial, il s'enfonçait dans son fauteuil en cuir importé et sentait le poids de la défaite lui écraser la poitrine. Cette entreprise était tout ce qu'il avait. Après son divorce houleux avec Marianne, 3 ans auparavant, TechVision était devenue sa seule famille, son unique but. Marianne s'était toujours plainte qu'il aimait plus l'entreprise qu'elle. Peut-être avait-elle raison. Et maintenant, même l'entreprise ne lui restait plus. Il pensa à son fils, Gustave, qui vivait avec sa mère dans un appartement à Neuilly-sur-Seine et qu'il ne voyait qu'un week-end sur 2. Le garçon de 16 ans le regardait avec un mélange de respect et de distance, comme si Bernard était plus un célèbre dirigeant qu'un père. Combien de fois avait-il annulé des sorties pour des réunions? Combien de spectacles scolaires avait-il manqué à cause d'un lancement de produit? La culpabilité était une compagne constante, mais Bernard s'était toujours convaincu qu'il construisait un héritage, un avenir solide pour son fils. Mais quel héritage était-ce, si tout pouvait disparaître en une nuit? Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. En bas, la ville vivait sa routine nocturne. Des voitures passaient en hâte, des gens rentraient chez eux, les lumières des appartements s'allumaient et s'éteignaient. La vie continuait, indifférente à son désespoir. Bernard pressa son front contre la vitre froide et ferma les yeux. Il essaya de prier, ce qu'il n'avait pas fait depuis son enfance, mais les mots ne venaient pas. Juste un vide immense. C'est alors qu'il entendit des pas légers, presque imperceptibles, résonnant dans le couloir silencieux. Bernard se retourna, alerte. Personne ne devait se trouver à cet étage à cette heure. Les agents de sécurité faisaient leur ronde aux étages inférieurs, et il avait renvoyé tous les employés. Qui cela pouvait-il être? Son cœur s'accéléra. Était-ce quelqu'un lié à l'attaque? Un espion industriel venu achever le travail? Il sortit de son bureau et marcha à travers les cubicules vides, suivant le son des pas. L'éclairage de secours projetait des ombres étranges entre les bureaux et les cloisons, et puis il la vit. Une fillette.
Elle ne pouvait pas avoir plus de 12-13 ans. Elle portait un sweatshirt rose délavé, un jean avec un trou au genou, des baskets usées et un sac à dos d'écolière sur les épaules. Dans ses mains, elle tenait une vieille tablette dont la coque était couverte d'autocollants en forme d'étoiles colorées. Elle marchait avec cette curiosité typique des enfants, regardant les écrans des ordinateurs, les tableaux au mur, les plantes d'ornement que l'équipe de nettoyage arrosait tous les soirs. Lorsque leurs regards se croisèrent, la fillette s'arrêta. Bernard aussi. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. Elle avait la peau mate, des cheveux crépus attachés en une queue de cheval sans prétention, des yeux noirs et profonds qui semblaient abriter une intelligence peu commune. Elle ne montra aucune peur, juste de la surprise. « Qui es-tu, petite ?» demanda Bernard, essayant de paraître ferme mais sans parvenir à cacher la fatigue dans sa voix. La fillette se mordit la lèvre inférieure, hésitante. « Je m'appelle Yasmine. Ma mère travaille ici. Elle fait partie de l'équipe de nettoyage. Je viens toujours avec elle parce que je n'ai personne pour me garder le soir. D'habitude, je reste en bas à la cafétéria pour faire mes devoirs. Mais aujourd'hui, j'ai fini tôt et j'ai décidé de faire un tour. Désolé, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. » Bernard soupira. Il n'avait pas l'énergie de réprimander qui que ce soit. « Ce n'est pas grave. Retourne simplement là où est ta mère, d'accord? Ce n'est pas un endroit pour les enfants à cette heure. » Yasmine hocha la tête mais ne bougea pas. Ses yeux se tournèrent vers le bureau de Bernard où les écrans brillaient toujours en rouge à travers la porte vitrée. « Vous avez des problèmes, dit-elle. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. » Bernard eut un rire sans joie. « On peut dire ça, mais ce n'est rien à quoi tu puisses aider. Maintenant, va-t'en, avant que ta mère ne s'inquiète. » La fillette fit un pas vers le bureau, ignorant complètement son instruction. « Je m'y connais en ordinateur, dit-elle avec un sérieux presque comique pour quelqu'un de son âge. Je peux jeter un œil ?» Bernard allait refuser. Il allait dire que c'était ridicule, qu'elle n'était qu'une enfant, que les meilleurs experts en sécurité informatique de Paris n'avaient pas réussi à résoudre le problème. Mais quelque chose dans son expression le retint. Peut-être était-ce le désespoir ou peut-être l'épuisement qui rongeait sa capacité de raisonnement. Il haussa simplement les épaules et retourna dans son bureau, suivi par la petite silhouette de Yasmine. Elle s'approcha des écrans avec un naturel déconcertant. Elle posa son sac à dos par terre, tira une chaise et s'assit. Ses doigts commencèrent à glisser sur les écrans tactiles avec familiarité. Bernard l'observait, incrédule. « C'est une attaque ciblée, murmura-t-elle presque pour elle-même, très bien planifiée. Il savait exactement où frapper. »« Comment sais-tu ça ?» demanda Bernard, maintenant véritablement curieux. Yasmine ne quitta pas l'écran des yeux. « Parce que j'étudie ça depuis des années, depuis que j'ai eu ma première tablette d'occasion à 8 ans. J'ai appris toute seule, sur Internet, des vidéos, des forums, des tutoriels. Ma mère pense que je ne regarde que des dessins animés, mais en réalité je passe mon temps à programmer, à tester des codes, à apprendre sur les systèmes. » Elle fit une pause, ses doigts travaillant toujours. « Je n'ai jamais eu l'argent pour suivre des cours, mais j'ai eu du temps, beaucoup de temps en attendant que ma mère finisse son service. » Bernard s'assit lentement dans son fauteuil, observant cette scène surréaliste. Une fillette de 12 ans, fille d'une employée de nettoyage, analysant une cyberattaque qui avait mis à terre toute son entreprise. Si quelqu'un lui avait raconté cette histoire, il aurait ri de l'invraisemblance. Mais elle était là, concentrée, sérieuse, déplaçant des données d'un côté à l'autre comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Ils ont bloqué les accès principaux, » dit Yasmine après quelques minutes, « mais ils ont laissé une trace. Ils en laissent toujours. » Elle connecta sa propre tablette au système, tapant des commandes que Bernard comprenait à peine. « Je vais essayer de remonter à l'origine de l'attaque. Si je parviens à identifier le schéma, je pourrais peut-être trouver une brèche. » Bernard voulait dire que c'était impossible, que toute son équipe avait essayé et échoué. Mais quelque chose en lui, peut-être une étincelle microscopique d'espoir, préféra observer en silence. Yasmine travaillait avec une concentration absolue, se mordant le bout de la langue comme le font les enfants lorsqu'ils sont concentrés. De temps en temps, elle murmurait des termes techniques que Bernard connaissait vaguement pour les avoir entendus en réunion avec le département informatique. Une demi-heure passa.
puis 1 heure. Bernard lui apporta de l'eau qu'elle but sans quitter l'écran des yeux. Il essaya de comprendre ce qu'elle faisait, mais la vitesse à laquelle elle travaillait était impressionnante. C'était comme regarder un prodige musical jouer du piano. Il y avait là un talent inné, quelque chose qu'aucun cours ne pourrait enseigner complètement. « J'ai trouvé quelque chose », dit soudain Yasmine, faisant sursauter Bernard. « Ils ont attaqué les serveurs principaux, mais… » Elle s'interrompit, ses yeux s'écarquillant. « Vous avez de vieux serveurs, genre très vieux, que plus personne n'utilise. » Bernard fronça les sourcils, réfléchissant. « Oui, je crois. »« Quand ? » L'entreprise était plus petite. Nous avions des serveurs au sous-sol, mais ça fait des années qu'ils ne sont plus utilisés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne les ont pas attaqués, répondit Yasmine, un sourire commençant à se dessiner sur ses lèvres. Et s'ils ont encore d'anciennes copies des systèmes, on peut essayer de restaurer à partir d'eux. Ce ne sera pas parfait, mais ça peut sauver les données essentielles. Bernard sentit quelque chose s'éveiller dans sa poitrine. Serait-ce possible ? Il se leva rapidement, trébuchant presque sur sa propre anxiété. « Les serveurs sont au 2e sous-sol. Je vais chercher les clés. » 15 minutes plus tard, il se trouvait dans les sous-sols de l'immeuble, dans une salle oubliée remplie d'équipements obsolètes couverts de poussière. Yasmine examinait tout avec des yeux brillants, comme une archéologue découvrant des trésors perdus. Bernard l'observait, essayant encore de digérer le surréalisme de ce moment. Comment cette fillette, sortie de nulle part, pouvait-elle être son seul espoir? Elle brancha des câbles, dépoussiéra de vieux claviers, redémarra des systèmes qui n'avaient pas été allumés depuis des années. Ses doigts volaient sur les claviers avec une dextérité qui frisait le surnaturel. Bernard se contentait de regarder, tenant une lampe de poche pour éclairer son travail. À un moment donné, il réalisa qu'il priait à nouveau. Et cette fois, les mots venaient. Quand l'horloge marqua 3 heures du matin, Yasmine poussa un cri de joie qui résonna dans le sous-sol vide. « J'ai réussi. Les données sont là. Je vais commencer la restauration maintenant, mais ça va prendre quelques heures. » Bernard sentit ses jambes flageoler. Il s'assit sur le sol froid en béton, le dos contre le mur, et se couvrit le visage de ses mains. Il ne pleura pas, mais il n'en était pas loin. Yasmine continua de travailler, sa petite silhouette éclairée par la lueur bleutée des anciens moniteurs. À 6 heures du matin, alors que les premiers rayons de soleil commençaient à teinter le ciel de Paris, Yasmine annonça que la restauration était terminée. 80% des données avaient été récupérées. Les systèmes principaux étaient de retour. L'entreprise était sauvée. Bernard la regarda, cette fillette extraordinaire en sweat rose et baskets usées, et pour la première fois depuis des années, il ressentit autre chose que de l'ambition ou de la détermination. Il ressentit une gratitude pure, profonde, écrasante. « Comment puis-je te remercier ?» demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Yasmine haussa les épaules, rangeant sa tablette dans son sac à dos. « Vous n'avez pas à me remercier. J'ai juste aidé parce que vous étiez triste et parce que j'aime résoudre des problèmes. » Bernard s'agenouilla devant elle, se mettant à la hauteur de ses yeux. « Yasmine, ce que tu as fait ici aujourd'hui a sauvé bien plus qu'une entreprise. Tu as sauvé le travail de centaines de personnes. Tu as sauvé des rêves, et je n'oublierai jamais ça. » La fillette sourit timidement. « Je pourrais revenir? Je veux dire, si vous me laissez faire, j'adorerais en apprendre plus sur les systèmes d'ici. Il y a tellement de choses cool. » Bernard sourit pour la première fois depuis des jours. « Non seulement tu pourras revenir, mais tu auras accès à tout ce dont tu as besoin. Je vais parler à ta mère et je vais créer un programme spécial pour toi. Tu mérites les meilleurs outils, les meilleurs professeurs. » Yasmine serra sa tablette contre sa poitrine, ses yeux brillants d'émotion. « Vraiment? Vous feriez ça pour moi? »« Ce serait un honneur, » répondit Bernard, et c'était la plus pure vérité. Alors qu'ils remontaient à l'étage principal, côte à côte, Bernard pensa à quel point la vie pouvait être étrange et merveilleuse à la fois. La veille au soir, il était plongé dans le désespoir le plus absolu. Maintenant, il marchait aux côtés d'un miracle déguisé en fillette. Catherine, la mère de Yasmine, les attendait à la cafétéria, inquiète de ne pas trouver sa fille. Quand elle les vit sortir de l'ascenseur, elle courut dans leur direction. « Yasmine, où étais-tu? Je t'ai cherché partout. » Avant que la fillette ne puisse répondre, Bernard s'avança.
Catherine, votre fille vient de sauver mon entreprise, et j'aimerais beaucoup parler avec vous de son avenir. » La femme les regarda l'un après l'autre, confuse. Bernard commença à expliquer, et pendant qu'il parlait, il vit le visage de Catherine passer de la frayeur à l'incrédulité, puis à une immense fierté mouillée de larmes. Elle serra Yasmine fort dans ses bras, et la fillette répondit à son étreinte, murmurant que tout allait bien, qu'elle avait juste aidé un ami. Bernard les observait et sentait quelque chose changer en lui, quelque chose de profond et d'essentiel. Pendant 15 ans, il avait bâti une entreprise en se concentrant uniquement sur les chiffres, les profits, la croissance. Il avait oublié que derrière chaque système, chaque code, il y avait des gens comme Yasmine, avec des talents cachés et des rêves enfouis, des gens comme Catherine, qui travaillaient toutes les nuits pour garantir un meilleur avenir à sa fille. La réunion avec Global Tech eut lieu comme prévu. Bernard arriva fatigué, mais confiant. Lorsque les dirigeants étrangers l'interrogèrent sur l'instabilité des systèmes détectés la veille, il sourit et dit que tout était résolu, qu'ils avaient mis en place de nouvelles couches de sécurité et que l'entreprise était plus forte que jamais. Il ne mentionna pas Yasmine, non par honte mais par protection. Cette fillette était trop spéciale pour être exposée au monde de l'entreprise si jeune. La fusion fut approuvée, les contrats signés. Mais pour Bernard, ce n'était plus le plus important. Le plus important se passait 3 étages plus bas, où Yasmine rencontrait pour la première fois l'équipe technologique de l'entreprise, recevait un nouvel ordinateur et un accès aux meilleurs outils de développement disponibles sur le marché. Catherine avait été promue coordinatrice des services généraux, avec un salaire qui lui permettrait d'arrêter les services de nuit. Mère et fille pourraient enfin avoir une routine normale. Mais Bernard savait que ce n'était que le début, car cette nuit-là, entre les alertes rouges et le désespoir absolu, il avait appris quelque chose de fondamental. Parfois, le salut vient des endroits les plus inattendus, et que le talent et le potentiel n'ont pas d'adresse fixe, ne respectent ni les codes postaux, ni les noms de familles illustres. Ils sont partout, attendant juste une occasion de briller. En signant les derniers documents de la fusion, Bernard regarda par la fenêtre de sa salle de réunion et vit Paris s'étendre au loin. Cette ville immense, pleine de Yasmine invisibles, de talents cachés, de miracles attendant de se produire. Et il se promit de ne plus jamais être aveugle à cela. Car parfois, un empire entier peut être sauvé par une fillette de 12 ans, avec une vieille tablette et un cœur assez grand pour demander, même à un étranger abattu, si elle pouvait aider. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Les semaines qui suivirent la nuit de l'attaque transformèrent complètement la routine de TechVision et la vie de toutes les personnes impliquées. Yasmine se mit à fréquenter l'entreprise tous les jours après l'école, arrivant vers 14 heures et restant jusqu'au début du service de nuit de Catherine. Bernard lui aménagea une salle spéciale au 18e étage, équipée des meilleurs ordinateurs, d'écrans multiples, de tablettes de dernière génération et d'une bibliothèque technique qui ferait baver d'envie n'importe quel professionnel de la technologie. La fillette absorbait les connaissances comme une éponge assoiffée. Les ingénieurs de l'entreprise, d'abord, sceptiques à l'idée d'enseigner leurs secrets à une enfant, se rendirent bientôt à son intelligence vive et à sa faim insatiable d'apprendre. Richard Moreau, le responsable de la sécurité informatique, devint une sorte de mentor officiel pour elle. Homme d'une 50aine d'années, aux cheveux entièrement blancs et aux lunettes à monture épaisse, Richard avait 3 enfants et reconnaissait en Yasmine une étincelle spéciale qui méritait d'être cultivée. « Elle est extraordinaire », commenta Richard à Bernard un après-midi de juillet, alors qu'ils observaient Yasmine à travers la vitre de la salle de réunion. « Je n'ai jamais vu personne apprendre aussi vite. J'oublie parfois que j'ai affaire à une fillette de 12 ans. » Bernard sourit avec une fierté paternelle. Il développait lui-même une profonde affection pour Yasmine, différente de tout ce qu'il ressentait pour son fils Gustave. Avec le garçon, il y avait toujours eu cette tension sous-jacente, cette distance émotionnelle construite par des années d'absence. Avec Yasmine, tout était plus simple, plus pur. Elle l'admirait sans ressentiment et il pouvait être généreux sans culpabilité. Mais tout n'était pas rose chez TechVision. La fusion avec Global Tech avait apporté non seulement des capitaux et du prestige,
mais aussi de nouvelles pressions et des changements structurels qui déplaisaient à une partie de l'ancienne direction. En particulier, 2 cadres manifestaient un mécontentement croissant face à l'orientation de l'entreprise. Rodrigue Fournier, directeur financier depuis 12 ans, un homme de 45 ans au parcours impeccable et à la loyauté jusqu'alors inébranlable, faisait des commentaires acides sur les décisions de Bernard lors de réunions à huis clos. Hélène Vasseur, vice-présidente des opérations et considérée par beaucoup comme le numéro 2 de l'entreprise, montrait également des signes d'insatisfaction, bien que de manière plus subtile et calculée. Bernard remarquait ces tensions, mais n'y accordait pas beaucoup d'importance. Les changements engendraient toujours de la résistance. Avec le temps, tout le monde s'adapterait. C'est du moins ce qu'il pensait. Ce que Bernard ne savait pas, c'est que, 3 étages plus bas, Yasmine avait commencé à détecter quelque chose de bien plus préoccupant qu'une simple résistance au changement. Tout commença un jeudi pluvieux. Yasmine était seule dans sa salle, testant de nouveaux protocoles de sécurité que Richard lui avait suggérés, quand elle remarqua une anomalie dans les journaux d'accès. Il s'agissait d'accès administratifs effectués à des heures étranges, au milieu de la nuit, alors que personne ne devait travailler. Elle vérifia les registres de sécurité physique du bâtiment et confirma qu'à ces heures-là, seuls les gardiens de nuit étaient à présent. Quelqu'un accédait au système à distance, mais en utilisant des identifiants d'administrateurs valides. Au début, Yasmine pensa qu'il pouvait s'agir d'une maintenance programmée. Mais plus elle enquêtait, plus cela devenait étrange. Les accès concernaient toujours les mêmes fichiers liés à des projets stratégiques, des documents financiers sensibles et, plus inquiétant encore, aux nouvelles couches de sécurité mises en place après l'attaque. C'était comme si quelqu'un cartographiait à nouveau tout le système, à la recherche de nouvelles vulnérabilités. Yasmine imprima les données et les apporta directement à Richard. L'homme analysa tout avec une attention croissante, le front plissé par l'inquiétude. « Ce n'est pas normal, murmura-t-il. Je vais en parler à Bernard. Bon travail, Yasmine. » Quand Bernard vit les données, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il convoqua une réunion d'urgence avec seulement Richard et Pierre Simon, le directeur des technologies de l'information. Les 3 s'enfermèrent dans la salle de réunion de la direction et passèrent des heures à analyser les schémas d'accès. La conclusion était troublante. Quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un avec un accès administratif, fouinait dans l'entreprise. « Nous devons découvrir. »« Qui sait ?» dit Bernard, la voix tendue. « Mais nous devons le faire discrètement. Si la personne se rend compte que nous enquêtons, elle pourrait effacer les traces ou aggraver la situation. »« Laisse-moi faire, » répondit Richard. « Je vais mettre en place des trackers invisibles. La prochaine fois que cette personne se connectera, nous saurons exactement d'où vient la connexion. » Pendant que cela se passait dans les hautes sphères, Yasmine retourna à sa routine d'études, mais gardait un œil attentif sur les systèmes. Elle s'était créé un petit tableau de bord de surveillance qui l'alertait de toute activité suspecte. C'était comme un jeu pour elle, une version bien plus intéressante que n'importe quel jeu vidéo. Protéger l'entreprise qui lui avait donné sa chance était devenue sa mission personnelle. À la maison, les choses changeaient aussi pour la famille Leroy. Catherine, désormais coordinatrice des services généraux, travaillait en journée et pouvait enfin dîner avec sa fille tous les soirs. Elles louèrent un meilleur appartement, toujours dans le 13e arrondissement de Paris, mais dans un quartier plus sûr et avec une meilleure école publique à proximité. Pour la première fois depuis des années, Catherine pouvait dormir sans que son réveil ne sonne au milieu de la nuit. Pour la première fois, Yasmine avait sa propre chambre, avec un bureau où elle installa une véritable station de travail avec les équipements offerts par l'entreprise. Mais avec les améliorations, vinrent aussi les inquiétudes. Catherine remarquait que sa fille passait des heures et des heures devant les écrans, qu'elle parlait sans cesse de code, de système et de sécurité. Elle avait peur que Yasmine perde son enfance, que ce monde d'adultes ne l'engloutisse avant l'heure. Elle essaya d'en parler à sa fille un soir, pendant qu'elle dînait de pâtes à la sauce tomate. « Yasmine, est-ce que tu t'amuses? Tu joues avec les filles de l'école ?» La fillette regarda sa mère avec ses yeux profonds et sérieux. « Maman, je m'amuse en programmant. C'est ce que j'aime faire. Les filles de l'école trouvent ça bizarre, mais ce n'est pas grave. Je préfère 1000 fois résoudre un problème de code que de parler de séries télé. » Catherine soupira. Elle savait que sa fille était différente. Elle l'avait toujours été.
Mais il y avait quelque chose dans cette différence qui l'inquiétait et la remplissait de fierté à la fois. Yasmine était spéciale et le monde avait besoin de gens spéciaux. Mais le monde pouvait aussi être cruel avec ceux qui se démarquaient trop. Pendant ce temps, chez TechVision, l'enquête progressait. Richard avait configuré des systèmes de suivi sophistiqués et dans la nuit d'un mardi, l'alerte se déclencha. Quelqu'un accédait à nouveau au système. Cette fois, ils réussirent à remonter à l'origine. La connexion provenait d'une adresse IP enregistrée au nom de Rodrigue Fournier, le directeur financier. Bernard ne voulait pas y croire. Rodrigue était dans l'entreprise depuis le début, il avait été l'un des premiers employés, avait aidé à construire la structure financière qui avait permis la croissance de TechVision. Mais les données ne mentaient pas. Bernard décida de ne pas le confronter directement pour l'instant. Il avait besoin de plus de preuves, de comprendre l'étendue du problème. C'est alors que Yasmine découvrit quelque chose d'encore plus troublant. En fouillant dans les journaux plus anciens, elle découvrit que les accès suspects n'avaient pas commencé après la cyberattaque. Ils avaient commencé des mois avant. En fait, certaines des vulnérabilités exploitées lors de l'attaque semblaient avoir été délibérément laissées ouvertes par quelqu'un de l'intérieur. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler de manière macabre. L'attaque n'avait pas été seulement externe. Quelqu'un de l'intérieur avait tout facilité. Yasmine apporta cette découverte directement à Bernard, interrompant une réunion importante avec des investisseurs sans se soucier des protocoles. « Il est ici », dit-elle, essoufflée, en posant sa tablette sur la table en acajou. « Celui qui a facilité l'attaque est ici, et ça a commencé il y a des mois. » Bernard s'excusa auprès des investisseurs et annula la réunion. Il emmena Yasmine dans son bureau et écouta avec une attention croissante et une colère bouillonnante chaque détail qu'elle présentait. Ce n'était plus seulement un accès non autorisé, c'était un sabotage planifié, une trahison préméditée. Quelqu'un avait essayé de détruire l'entreprise de l'intérieur. Cette nuit-là, Bernard ne parvint pas à dormir. Il faisait les 100 pas dans son appartement du Marais, un espace minimaliste et froid qui reflétait sa vie personnelle vide. Il pensa à appeler Marianne, son ex-femme, mais pourquoi faire? Elle lui avait déjà dit tant de fois qu'il ne pensait qu'à l'entreprise, qu'il était incapable de faire confiance aux gens autour de lui. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que son obsession aveugle pour le succès l'avait rendu vulnérable là où il avait le plus besoin d'être fort. En qui? Pouvait-il avoir confiance? Le lendemain matin, Bernard convoqua une réunion privée avec Rodrigue Fournier. Le directeur financier arriva à l'heure, comme toujours, impeccable dans son costume bleu marine, une mallette en cuir à la main. Il salua Bernard avec le même sourire cordial que d'habitude et s'assit sur la chaise en face du bureau. « Rodrigue, nous devons parler de quelque chose de sérieux, » commença Bernard en étudiant le visage de l'homme en face de lui. « Nous avons détecté des accès non autorisés au système. Nous avons remonté à l'origine. Ils venaient de ton adresse IP. » Le sourire de Rodrigue vacilla une fraction de seconde. « Ce doit être une erreur, peut-être que quelqu'un a cloné mes identifiants. Tu sais comment sont ces choses. »« Ce n'est pas une erreur, » rétorqua Bernard, la voix gagnante en fermeté. « Et ce ne sont pas seulement des accès récents. Depuis des mois, tu fouilles dans des fichiers confidentiels, des documents stratégiques. Et il y a des preuves que tu as peut-être facilité l'attaque qui a failli détruire cette entreprise. » Le silence qui suivit fut dense, lourd. Rodrigue le fixa et quelque chose changea sur son visage. Le masque de cordialité tomba, révélant quelque chose de plus sombre en dessous. « Tu ne comprends rien, Bernard. J'ai passé 12 ans à construire cette entreprise à tes côtés. 12 ans. Et quand nous réussissons enfin, tu décides de tout vendre à une multinationale étrangère, de diluer ce que nous avons construit, de transformer notre entreprise en une simple filiale de plus. » Bernard sentit la colère monter. La fusion était la meilleure décision stratégique, tu le sais. Pour qui, Bernard? Pour toi? Pour les investisseurs? Et nous, ceux qui étions là depuis le début, qu'est-ce qu'on y gagne? De jolis titres et des salaires qui ne bougent pas pendant que tu signes des contrats de plusieurs milliards? Rodrigue se leva, les mains appuyées sur la table. Je méritais plus. Nous méritions plus. Alors tu as décidé de tout saboter? De détruire ce que tu as aidé à construire? Rodrigue rit un son amer. Je n'ai pas saboté. J'ai simplement ouvert des portes à ceux qui pouvaient valoriser mes connaissances. Il y a des entreprises
qui paierait des fortunes pour les secrets de TechVision. Je ne faisais que garantir mon avenir, puisque tu ne te souciais manifestement pas du mien. Bernard ressentit une déception écrasante. Ce n'était pas seulement une trahison professionnelle, c'était personnel. Il considérait Rodrigue comme un ami, même s'il n'avait jamais été proche en dehors du travail. « Tu es renvoyé, dit-il, la voix contrôlée malgré la tempête intérieure. Et je prendrai toutes les mesures légales qui s'imposent. Sors d'ici, maintenant. » Rodrigue prit sa mallette et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Tu as changé, Bernard. Ou peut-être as-tu toujours été comme ça et je ne voulais tout simplement pas le voir. Tellement concentré sur la croissance que tu as oublié de regarder autour de toi, de valoriser ceux qui étaient avec toi. Ça ne me surprend pas que même ta famille t'ait quitté. » La porte se referma avec un clic définitif. Bernard resta seul, les mots de Rodrigue résonnant dans son esprit comme des accusations trop vraies pour être ignorées. Il s'effondra dans sa chaise et pour la deuxième fois en quelques semaines, sentit le poids écrasant de la solitude. Mais il n'y avait pas de temps pour l'apitoiement. Si Rodrigue n'était qu'une partie du problème, qui d'autre était impliqué? Bernard appela à nouveau Richard et Pierre. Il devait tout fouiller, enquêter sur tous les accès suspects, identifier d'éventuels complices. La chasse continuait. Yasmine, en apprenant la confrontation avec Rodrigue, ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. C'était elle qui avait découvert les preuves. Serait-ce de sa faute si d'autres personnes étaient renvoyées? Richard perçut son agitation et s'assit à ses côtés dans la petite salle qui était devenue son sanctuaire. « Yasmine, tu as fait ce qu'il fallait. Protéger la vérité est toujours la bonne voie, même quand ça fait mal. Mais si je détruis la vie des gens? Et s'ils ont des familles? » Richard soupira. « Leurs choix ont détruit leur propre vie. Tu n'as fait que mettre la vérité en lumière. Ne te blâme jamais pour ça. » Cette nuit-là, alors que Yasmine rentrait chez elle avec sa mère, elle regarda par la fenêtre de la voiture les lumières de Paris et pensa à la complexité de la vie. Quelques semaines plus tôt, sa plus grande préoccupation était de finir ses devoirs de mathématiques avant la fin du service de sa mère. Maintenant, elle était au centre d'une enquête d'entreprise, découvrant des trahisons et des secrets. C'était excitant et terrifiant à la fois. De retour chez TechVision, l'enquête révéla quelque chose d'encore plus choquant. Rodrigue ne travaillait pas seul. Il y avait une autre personne impliquée, quelqu'un d'encore plus proche de Bernard. Les schémas d'accès montraient une coordination entre deux utilisateurs différents. Et lorsqu'ils remontèrent au deuxième jeu d'identifiant, le nom qui apparut fit sentir à Bernard le sol se dérober sous ses pieds. Hélène Vasseur, sa vice-présidente, la femme en qui il avait confiance pour diriger l'entreprise lorsqu'il était en voyage, la professionnelle brillante que tout le monde admirait. Elle était également impliquée. Bernard ne voulait pas y croire, mais Yasmine avait monté un stratagème ingénieux. Elle avait créé un piège numérique, une fausse vulnérabilité dans le système que seule une personne cherchant activement des failles remarquerait. Et la nuit suivante, quelqu'un mordit à l'hameçon. Hélène Vasseur accéda exactement à ce point vulnérable, confirmant que Rodrigue n'agissait pas seul. La confrontation avec Hélène fut différente. Elle ne nia pas, ne s'emporta pas. Elle admit simplement tout avec un calme troublant. Assise sur la même chaise où Rodrigue s'était trouvé quelques jours plus tôt, elle regarda Bernard dans les yeux et parla avec une honnêteté brutale. « Sais-tu ce que c'est de travailler 15 heures par jour pendant des années et de voir ton patron recevoir tout le crédit, Bernard? Sais-tu ce que c'est d'être éternellement appelé le numéro 2, toujours dans l'ombre, toujours indispensable, mais jamais assez valorisé ?» Hélène croisa les jambes, sa posture impeccable même dans la défaite. « Rodrigue m'a contacté il y a 6 mois. Il a dit qu'un acheteur était intéressé par des informations privilégiées de TechVision. J'ai hésité au début, mais j'ai ensuite réalisé que je m'en fichais. Cette entreprise m'a sucé jusqu'à la moelle pendant des années et ne m'a donné que des miettes en retour. Je t'ai toujours valorisé, Hélène, tu le sais. » Elle eut un rire sans joie. « Valoriser est différent de reconnaître, Bernard. Tu me valorisais comme une pièce utile, pas comme une personne. Combien de fois ai-je suggéré des changements que tu as ignorés? Combien de fois mes idées ont-elles été appropriées par d'autres en réunion? Je suis devenu invisible dans ma propre pertinence. » Bernard n'avait pas de réponse. Peut-être parce qu'au fond, il savait qu'il y avait une part de vérité dans ses paroles. Il avait bâti un empire, mais à quel prix?
Combien de personnes avait-il blessées en chemin sans s'en rendre compte? Combien d'Hélène et de Rodrigue avait-il créé avec son ambition aveugle? Dans les jours qui suivirent, Techvision subit une restructuration complète. Rodrigue et Hélène furent licenciés et des poursuites furent engagées. La nouvelle fuita dans la presse et Bernard dut gérer la crise d'image tout en maintenant l'entreprise à flot. Ce furent des semaines difficiles, de réunions interminables, d'accords juridiques et de reconstruction de la confiance avec les investisseurs et les partenaires. Mais au milieu du chaos, quelque chose commença à changer chez Bernard. Il se mit à écouter davantage, à poser plus de questions, à être plus présent. Il commença à déjeuner avec différentes équipes, apprenant à connaître des personnes dont les noms n'étaient auparavant que des signatures sur des rapports. Et il découvrit une entreprise bien plus riche et complexe qu'il ne l'imaginait. Il y avait des histoires là, des rêves, des familles, des vies entières consacrées à cet endroit. Yasmine observait tout avec ses yeux toujours attentifs. Elle voyait Bernard changer, devenir plus humain, plus accessible, et elle était fière d'avoir été, d'une certaine manière, le catalyseur de cette transformation. Mais elle portait aussi le poids d'avoir démasqué les trahisons. Était-elle responsable de la destruction de carrière? Un samedi après-midi, Bernard l'invita à prendre un café. Assis dans une charmante boulangerie-pâtisserie du quartier du Canal Saint-Martin, loin de l'environnement de l'entreprise, il regarda cette fillette extraordinaire et dit quelque chose qui devait être dit. « Yasmine, tu as sauvé cette entreprise 2 fois, d'abord de l'attaque, puis de la trahison interne. Mais je veux que tu saches une chose, rien de tout cela n'est de ta responsabilité. Tu es une enfant, tu dois être une enfant. Tu dois jouer, étudier des choses autres que des codes, avoir des amis, vivre ta vie. » Yasmine remua son chocolat chaud, pensive. « Je sais que je suis différente, monsieur Bernard. Les autres filles ne comprennent pas ce que j'aime. Et ce n'est pas grave. Je suis heureuse à ma façon, mais merci de vous inquiéter. » Bernard sourit avec tendresse. « Tu me rappelles pourquoi je fais tout ça. Ce n'est pas pour les chiffres ou le prestige. C'est pour créer quelque chose qui fait une différence dans la vie des gens. Quelque chose qui donne des opportunités à ceux qui le méritent, comme toi. » En rentrant chez eux, Bernard regarda Paris défiler et pensa à tout ce qui s'était passé au cours des dernières semaines. Il avait failli tout perdre, découvert des trahisons douloureuses, affronté des vérités inconfortables sur lui-même. Mais il avait aussi trouvé quelque chose de précieux qu'il croyait perdu. Il avait trouvé un véritable but, et il avait trouvé, dans la figure improbable d'une fillette de 12 ans, le souvenir que les miracles existent dans les endroits les plus inattendus. Août apporta un froid intense à Paris, le genre de froid qui pénètre les os et fait se recroqueviller les gens dans de lourds manteaux. Mais à l'intérieur de Techvision, l'ambiance était à la reconstruction et au renouveau. Après le départ de Rodrigue et Hélène, Bernard promut des personnes de l'interne, en particulier celles qui avaient fait preuve de loyauté et de compétence pendant la crise. Richard Moreau prit la vice-présidence des opérations, un choix que tous considérèrent comme juste et mérité. Yasmine poursuivait sa routine dans l'entreprise, mais désormais avec une maturité différente. L'expérience de la découverte des trahisons avait laissé des marques invisibles mais profondes dans son esprit. Elle avait compris de manière précoce et douloureuse que le monde des adultes était complexe et que les gens n'étaient pas toujours ce qu'ils semblaient être. Cela la rendit plus observatrice, plus prudente, mais aussi plus empathique. Elle comprit que derrière chaque trahison se cachait une histoire de douleur, de frustration, de rêves non réalisés. Un vendredi matin, Bernard reçut un appel inattendu. C'était Gustave, son fils, qui lui demandait de déjeuner avec lui. Normalement, c'était Bernard qui prenait l'initiative du contact, généralement par de courts messages et des rencontres programmées des semaines à l'avance. Que le jeune homme de 16, quand l'appel de lui-même était suffisamment inhabituel pour l'inquiéter. Ils se retrouvèrent dans un restaurant japonais du quartier de l'Opéra, un lieu que Gustave avait choisi. Le garçon arriva à l'heure, les cheveux en désordre sous une casquette, des écouteurs pendant à son cou, la posture typique d'un adolescent essayant de paraître désintéressé par le monde qui l'entoure. Mais Bernard perçut quelque chose de différent dans les yeux de son fils, un sérieux qui n'était pas habituel. « Tout va bien, mon fils ?» demanda Bernard après qu'ils eurent commandé. Gustave joua avec ses baguettes, évitant le regard de son père.
J'ai vu sur Internet ce qui s'est passé dans ton entreprise, l'histoire des directeurs qui ont été licenciés, toute cette affaire. » Bernard soupira. « Ça a été une période difficile, mais tout est réglé maintenant. » « C'est vrai qu'une fille de 12 ans a aidé à tout découvrir ?» Gustave le fixa enfin. « J'ai lu ça sur un blog tech. Ils disent que c'est un génie de la programmation. » Bernard ressentit une fierté involontaire. « C'est vrai. Elle s'appelle Yasmine. Elle est extraordinaire. Tu as l'air plus enthousiaste en parlant d'elle que lorsque tu parles de moi. » Lâcha Gustave avec un mélange d'ironie et de chagrin sincère. L'observation frappa Bernard comme un coup de poing à l'estomac. « Ce n'est pas ça, Gustave. Tu es mon fils. Rien n'est plus important. Alors pourquoi on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose de plus important ?» Gustave se pencha en avant, la voix basse mais chargée d'une émotion contenue. « Tu sais combien de spectacles à moi tu as manqué? Combien d'anniversaires tu as passé au bureau? Combien de fois maman a pleuré parce que tu avais promis d'être là et que tu n'es pas venu ?» Bernard sentit les mots comme des lames acérées. Il connaissait toutes ces défaillances, il portait la culpabilité de chacune d'entre elles, mais les entendre de la bouche de son propre fils, avec cette crudité adolescente et honnête, rendait tout plus réel, plus douloureux. « Je sais que j'ai beaucoup échoué en tant que père, » commença Bernard, la voix tremblante. « J'ai toujours cru que je construisais un avenir pour toi, que je garantissais ta sécurité financière, mais ce faisant, j'ai perdu le présent. Je t'ai perdu. » Gustave s'essuya rapidement les yeux, honteux des larmes qui menacèrent de couler. « Je ne veux pas de ton argent, papa. Je n'en ai jamais voulu. Je voulais juste que tu sois là, dans les gradins de mes matchs de basket, dans le public de la pièce de théâtre de l'école, sur le canapé à la maison à regarder un film avec moi. Des choses simples. » Les sushis arrivèrent, mais aucun des deux n'avait faim. Ils restèrent là, père et fils, séparés par une table et par des années d'absence accumulées. Bernard tendit la main et toucha celle de Gustave, qui ne la retira pas. « Je vais changer, mon fils. Je te le promets. Pas du jour au lendemain parce que je ne sais pas encore comment faire. Mais je vais essayer. Chaque jour, je vais essayer d'être le père que tu mérites. » Gustave hocha la tête, toujours sans regarder directement son père. « Maman a dit que tu avais changé après toute cette crise. Elle a dit que tu semblais plus humain maintenant, que tu appelles même pour prendre de ses nouvelles, même après le divorce. »« J'ai appris des choses importantes récemment, » admit Bernard. « J'ai appris que le succès sans personne avec qui le partager ne signifie rien. Et que, parfois les plus grands trésors sont juste devant nous, et on ne les voit pas parce qu'on regarde trop loin. » Ils déjeunèrent, et pour la première fois depuis des années, ils parlèrent vraiment. Pas de l'école ou des notes, pas de projets professionnels ou d'attentes. Ils parlèrent de la musique que Gustave aimait, de ses amis, de la fille qu'il trouvait jolie, mais à qui il n'osait pas parler. Des choses simples, banales, précieuses. Bernard découvrit qu'il connaissait très peu qui était vraiment son fils. Et il se promit que cela changerait. Pendant ce temps, chez TechVision, Yasmine faisait face à ses propres dilemmes. Sa professeure de français à l'école lui avait suggéré de participer à un programme spécial pour jeunes talents qui offrait des bourses complètes pour étudier à l'étranger, dans des écoles d'élite axées sur la science et la technologie. C'était une opportunité incroyable, le genre de chance qui changerait complètement sa vie. Mais cela signifiait quitter la France, quitter sa mère, quitter tout ce qu'elle connaissait. Catherine fut partagée en l'apprenant. D'un côté, elle voulait que sa fille ait toutes les opportunités possibles. De l'autre, l'idée de la perdre, de la voir partir si jeune pour un pays lointain, lui déchirait le cœur de mère. Elles en parlèrent une nuit pluvieuse, assises sur le petit canapé de l'appartement, partageant un plaid en laine. « Qu'est-ce que tu veux faire, ma fille ?» demanda Catherine, en écartant une mèche rebelle du visage de Yasmine. « Je ne sais pas, maman. C'est une chance incroyable, mais j'ai peur. Peur d'être loin de toi, de ne pas m'adapter, d'être juste une autre fille prodige au milieu de tant d'autres. Ici, je suis spéciale. Là-bas, peut-être que je serai ordinaire. » Catherine la serra fort dans ses bras. « Tu ne seras jamais ordinaire, Yasmine. Peu importe où tu es, mais la décision doit être la tienne. Je soutiendrai le choix que tu feras. » Yasmine porta son doute à Bernard quelques jours plus tard. Il se promenait dans le parc Monceau un samedi matin, une activité qui était devenue un rituel au cours des dernières semaines.
Bernard écouta attentivement pendant qu'elle exposait ses peurs et ses espoirs. « Tu sais quelle est la question, Yasmine ?» dit-il après un long silence. « Il n'y a pas de décision parfaite. Chaque choix aura des gains et des pertes. La vraie question est, qu'est-ce que tu regretteras le plus de ne pas avoir fait ?» Yasmine donna un coup de pied dans un caillou sur le chemin, pensive. « J'ai peur de regretter des deux côtés, de partir et de me sentir perdu, de rester et de me demander comment ça aurait été. Alors peut-être que la réponse n'est pas de partir ou de rester, mais de savoir ce que tu veux construire. Veux-tu construire une carrière internationale ou veux-tu construire quelque chose ici, en France, peut-être aider d'autres enfants comme toi à avoir les mêmes opportunités ?» Les yeux de Yasmine s'illuminèrent. « Je n'avais jamais pensé à ça sous cet angle. Tu as 12 ans, Yasmine. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, mais tu peux commencer à planter les graines de ce que tu veux récolter à l'avenir. » Cette conversation résonna dans l'esprit de Yasmine les jours suivants, et c'est alors qu'elle eut une idée. Une grande idée, effrayante mais excitante. Elle la présenta à Bernard un après-midi, faisant irruption dans son bureau avec cet enthousiasme typique qu'il avait appris à aimer. Et si on créait un programme ici, chez Tech Vision, un programme pour enseigner la programmation et la technologie aux enfants des écoles publiques, en particulier ceux qui n'ont pas les moyens? On pourrait utiliser les locaux de l'entreprise le week-end, faire venir les meilleurs professionnels comme professeurs bénévoles, donner accès à du matériel. Ce serait comme une école de technologie gratuite. Bernard la regarda, cette fillette aux yeux brillants et aux rêves immenses, et sentit quelque chose s'épanouir dans sa poitrine. C'était plus que de la fierté, c'était de la reconnaissance qu'elle voyait quelque chose qu'il avait mis des décennies à percevoir, que le vrai succès se mesure à l'impact positif que nous avons sur la vie de ceux qui nous entourent. C'est une idée brillante, Yasmine. Faisons-en une réalité. Les semaines suivantes, Bernard et Yasmine travaillèrent ensemble sur le projet. Ils s'occupaient des aspects administratifs et financiers, tandis qu'elle concevait le programme et le format des cours. Richard se joignit à l'initiative, ainsi que plusieurs autres employés de l'entreprise qui se portèrent volontaires. La nouvelle se répandit, et bientôt il y eut une liste d'attente de plus de 200 enfants désireux de participer. L'Institut Tech Vision pour jeunes talents fut inauguré un dimanche de septembre, occupant 2 étages du bâtiment de l'entreprise spécialement rénové pour abriter des salles de classe équipées, des laboratoires informatiques et des espaces de convivialité. Yasmine insista pour que le nom ne soit pas un hommage à elle, mais quelque chose qui représenterait l'entreprise entière et son nouveau but. Lors de la cérémonie d'inauguration, Bernard s'adressa à un public de parents, d'enfants, d'employés et de quelques journalistes venus couvrir l'événement. Il parla de seconde chance, de la façon dont il avait failli tout perdre, et comment une fillette extraordinaire l'avait sauvé non seulement de l'effondrement financier, mais aussi de l'effondrement personnel. Il parla d'apprendre à voir la valeur là où il ne voyait auparavant que des chiffres, de découvrir que les gens sont le véritable atout de toute entreprise. Et en regardant tous ces enfants ici aujourd'hui, continua-t-il, la voix émue, je vois l'avenir. Je vois un potentiel sans limite. Je vois des Yasmines dans chaque petit visage curieux. Et notre engagement est de donner à chacun la chance de briller, peu importe d'où ils viennent ou combien d'argent leurs familles ont. Les applaudissements furent chaleureux, mais Bernard n'avait Dieu que pour un visage dans l'assistance. Gustave était là, au milieu, de la foule, souriant avec une fierté sincère. À côté de lui, Marianne souriait aussi, essuyant discrètement des larmes. Pour la première fois depuis le divorce, ils étaient tous les 3 dans la même pièce sans tension, unis par quelque chose de plus grand que leurs différents passés. Après la cérémonie, Gustave s'approcha de son père. « C'était bien, papa. Vraiment, tu fais quelque chose d'important. » Bernard serra son fils dans ses bras, une longue et forte étreinte. « J'essaie de réparer quelques erreurs. J'espère qu'il n'est pas trop tard. »« Il n'est jamais trop tard, » répondit Gustave. Et Bernard sentit que peut-être, juste peut-être, il y avait encore une chance de reconstruire ce pont qu'il avait laissé s'effondrer. Mais tout n'était pas que célébration. Quelques semaines après l'inauguration de l'Institut, Yasmine détecta de nouveaux accès suspects sur le système. Cette fois, ils venaient de l'étranger, de serveurs situés dans des paradis fiscaux connus pour abriter des opérations douteuses.
l'enquête révéla que Rodrigue et Hélène, même après leur licenciement, avaient vendu des informations à des concurrents internationaux. Pas seulement des données sur TechVision, mais aussi sur des clients, des partenaires et des contrats en cours. La situation était grave. Les SAS, poursuites judiciaires, furent intensifiées, mais le mal était fait. Certaines entreprises partenaires rompirent leurs contrats en découvrant que des informations confidentielles avaient été compromises. L'image de TechVision, déjà écornée par les nouvelles de la trahison interne, subit un nouveau coup. Des investisseurs nerveux commencèrent à remettre en question la sécurité de l'entreprise. La fusion avec Global Tech, si célébrée quelques mois plus tôt, fut réévaluée par les dirigeants étrangers. Bernard affronta des jours difficiles de réunions tendues, de téléconférences avec des avocats, de conversations compliquées avec des clients inquiets. Mais cette fois, il n'était pas seul. Il avait une équipe autour de lui qui lui faisait confiance, qui travaillait ensemble à la reprise. Il avait Richard, solide comme un roc, coordonnant la réponse technique. Il avait Yasmine, même si jeune, offrant des perspectives précieuses sur la manière de mieux blinder les systèmes. Et il avait, pour la première fois depuis des années, un lien renouvelé avec son fils. Gustave commença à lui rendre visite à l'entreprise de temps en temps, curieux du travail de son père. Bernard veillait à consacrer du temps au jeune homme, lui montrant le fonctionnement, lui présentant des gens, lui expliquant les défis. Et il découvrit que son fils avait une vision intéressante du design d'interface, quelque chose qu'il n'avait jamais su parce qu'il n'avait jamais demandé. Une nuit particulièrement difficile, alors que la possibilité de perdre de gros contrats semblait imminente, Bernard était seul dans son bureau quand Yasmine apparut. Elle aurait dû être à la maison, mais avait appelé sa mère pour demander à rester un peu plus longtemps. Elle s'assit sur la chaise en face de son bureau, ses petits pieds se balançant sans toucher le sol. « Vous allez abandonner, monsieur Bernard ?» demanda-t-elle directement. « J'y pense, » admit-il. Trop honnête pour lui. Mentir. « Je suis fatigué, Yasmine. Fatigué de lutter contre les trahisons, de reconstruire ce qu'ils s'obstinent à détruire. Vous vous souvenez quand vous m'avez trouvé cette nuit-là? J'aurais pu rester à la cafétéria, tranquillement, sans m'en mêler. Mais j'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'aide et j'ai décidé d'agir. Pas parce que c'était facile ou parce que j'étais sûr de réussir, mais parce que c'était la bonne chose à faire. » Yasmine se pencha en avant. « Vous avez construit quelque chose d'important ici. Pas seulement l'entreprise, mais l'institut, les opportunités que vous donnez à tant d'enfants. Abandonner maintenant serait les trahir tous. » Les mots de la fillette frappèrent Bernard de plein fouet. Elle avait raison, abandonner serait facile, ce serait même justifiable, mais ce ne serait pas juste. Pas après tout ce qu'il avait appris, toutes les personnes qui dépendaient maintenant de lui non seulement pour un salaire, mais pour de l'espoir. « Tu as raison, Yasmine, comme toujours. » Bernard sourit, fatigué. « Nous allons continuer à nous battre, mais cette fois pas seul. Cette fois, avec vous tous à mes côtés. » Et c'est exactement ce qu'ils firent. Dans les semaines qui suivirent, TechVision mit en place les mesures de sécurité les plus robustes du marché français. Yasmine dirigea, sous la supervision de Richard, la création d'un système de surveillance qui deviendrait une référence dans le secteur. Au lieu de cacher les problèmes, Bernard fut transparent avec ses clients et partenaires, montrant exactement ce qui était fait pour garantir que de futures violations seraient impossibles. L'honnêteté et l'engagement impressionnèrent. Certains contrats furent sauvés. De nouveaux furent signés avec des entreprises qui valorisaient la transparence. Global Tech, après une analyse technique détaillée des nouvelles mesures de sécurité, réaffirma son engagement dans la fusion. TechVision ne survécut pas seulement à cette nouvelle tempête, mais en sortit plus forte, plus respectée. Et au centre de tout reliant les pièces se trouvait Yasmine. La fillette qui était entrée dans l'entreprise par hasard, guidée uniquement par une curiosité enfantine, était devenue une partie essentielle de son âme. Elle n'était pas seulement une employée ou une protégée. Elle était le souvenir vivant que la transformation est possible, que les miracles se produisent, que la bonté et le talent peuvent surgir des endroits les plus improbables. Un après-midi d'octobre, alors que le soleil se couchait sur Paris peignant le ciel d'orange et de rose, Bernard observait par la fenêtre de son bureau les enfants de l'Institut sortir des cours, sac à dos sur les épaules, sourires aux lèvres, rêves dans les yeux. Et il se demanda comment il avait pu vivre si longtemps sans comprendre l'évidence, que le véritable héritage
ne se mesurait pas en argent ou en titres de journaux, mais en vie touchée, en opportunités créées, en avenir rendu possible. Yasmine apparut à ses côtés, suivant son regard. Ils restèrent ainsi un moment, dans un silence confortable, observant la ville qui les abritait et qui semblait maintenant un peu meilleure grâce à ce qu'ils construisaient ensemble. « Merci Yasmine, dit doucement Bernard. Pourquoi? De m'avoir sauvé. Pas une fois, mais plusieurs, de m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. » Yasmine appuya sa tête sur son bras, dans un geste presque filial. « On se sauve les uns les autres tout le temps, monsieur Bernard. C'est comme ça que ça marche quand les gens tiennent vraiment les uns aux autres. » Et elle avait raison. Comme toujours. Décembre arriva à Paris, apportant cette ambiance festive qui transforme la ville. Les lumières de Noël décoraient les Champs-Élysées, les grands magasins bondés vibraient au son de musique joyeuse, et il y avait dans l'air cette sensation collective de nouveau départ que la fin de l'année apporte toujours. Pour Bernard Haller, ce mois de décembre avait une signification particulière. C'était la fin d'une année qui avait commencé au bord du gouffre et qui se terminait par un renouveau complet, non seulement de l'entreprise, mais de sa propre âme. TechVision allait clôturer l'année avec des résultats exceptionnels. La fusion avec GlobalTech avait été finalisée avec des conditions encore meilleures que celles négociées à l'origine, grâce à la réputation de sécurité et de transparence que l'entreprise avait acquise après avoir surmonté les crises. L'Institut TechVision pour jeunes talents accueillait déjà plus de 300 enfants et adolescents chaque week-end, et les premiers résultats étaient impressionnants. Plusieurs de ces enfants démontraient déjà des compétences techniques rivalisant avec celles de professionnels débutants. Mais plus important que n'importe quel chiffre financier ou reconnaissance du marché, c'étaient les transformations personnelles que cette année avait apportées. Bernard se regardait dans le miroir chaque matin et voyait un homme différent de celui qui était sur le point d'abandonner cette nuit de juin. Il voyait quelqu'un qui avait appris à écouter, à valoriser, à être présent. Sa relation avec Gustave s'était épanouie de manière surprenante. Le jeune homme passait maintenant plusieurs week-ends avec lui, et ils avaient développé leur propre rituel. Ils regardaient des films ensemble, cuisinaient des tentatives maladroites de recettes compliquées, parlaient de tout et de rien. Bernard découvrit que son fils avait un talent pour le dessin, un sens de l'humour aiguisé et une sensibilité artistique qu'il n'avait certainement pas hérité de lui. Et il découvrit aussi qu'il était capable d'être un vrai père, pas seulement un pourvoyeur financier. Marianne avait remarqué les changements. Lors d'une conversation franche qu'ils eurent début décembre, elle admit qu'elle était fière de l'homme qu'il devenait. Il n'y avait aucune possibilité de réconciliation amoureuse, ce chapitre était définitivement clos, mais ils avaient construit une amitié respectueuse, fondée sur l'amour partagé pour leur fils. Yasmine avait également grandi, non seulement en connaissances techniques, mais aussi en maturité émotionnelle. Elle avait décidé de ne pas accepter la bourse pour étudier à l'étranger, du moins pas encore. Elle voulait d'abord consolider l'Institut, aider à former la première promotion complète d'élèves. Catherine avait soutenu sa décision, soulagée d'avoir sa fille près d'elle pour quelques années de plus, mais préparant déjà son cœur à l'inévitable départ futur. Car toutes deux savaient que Yasmine était destinée à de plus grands horizons, et que le moment venu, rien ne l'arrêterait. La fillette était devenue une petite célébrité dans le monde de la technologie française. Des articles dans des magazines spécialisés mettaient en avant son histoire, on lui demandait de donner des conférences, des entreprises voulurent la rencontrer. Mais Bernard et Catherine la protégeaient soigneusement, s'assurant que la célébrité ne lui vole pas son enfance. Yasmine pouvait être un prodige, mais elle était avant tout une enfant et méritait d'être traitée comme telle. La première semaine de décembre, quelque chose d'inattendu se produisit. GlobalTech International, impressionné par le travail de l'Institut TechVision, proposa de le transformer en un projet mondial. Il voulait reproduire le modèle dans 20 pays, créant un réseau mondial de centres de formation technologique pour les jeunes défavorisés. L'investissement serait de 50 millions de dollars sur les 3 premières années, avec la possibilité d'une expansion ultérieure. Lorsque Bernard reçut la proposition, sa première réaction fut l'euphorie. C'était la reconnaissance suprême, la validation que cette idée née d'une conversation avec une fillette de 12 ans avait le potentiel de changer des vies à l'échelle mondiale.
Mais il fit alors quelque chose que le Bernard d'il y a un an n'aurait jamais fait. Il ne prit pas la décision seul. Il convoqua une réunion avec toutes les personnes impliquées dans l'Institut, y compris Yasmine, Richard, les professeurs bénévoles et même des représentants des parents d'élèves. La réunion eut lieu un jeudi après-midi, dans la salle de conférence principale de TechVision. Bernard présenta la proposition en détail, les chiffres impressionnants, les possibilités infinies. Puis il ouvrit la discussion. Richard fut le premier à parler. C'est une opportunité incroyable, mais nous devons nous assurer de ne pas perdre l'essence du projet. Ceci est né de la volonté d'aider notre communauté locale. Si cela devient une opération d'entreprise géante, cela pourrait perdre son âme. Plusieurs autres furent d'accord. Il y avait une préoccupation légitime que l'expansion mondiale dilue le caractère personnel et accueillant qui rendait l'Institut spécial. L'une des mères leva timidement la main. « Mon fils étudie ici depuis 3 mois. Pour la première fois de sa vie, il se réveille enthousiaste un samedi matin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît tout le monde ici par son nom. Parce que les professeurs savent qu'il aime les jeux vidéo et adaptent les cours pour utiliser des exemples de jeux. Cela ne doit pas se perdre. » Yasmine était silencieuse, écoutant tout avec attention. Quand tout le monde eut fini de parler, elle demanda la parole. « Je pense qu'on n'a pas besoin de choisir entre le local et le global, commença-t-elle, la voix ferme malgré son âge. On peut faire les deux. Garder l'Institut d'ici exactement comme il est, comme notre projet pilote, notre maison, et utiliser l'investissement de Global Tech pour créer une méthodologie reproductible que d'autres villes pourront adapter à leur réalité locale. Ce ne serait pas une franchise où tout le monde fait la même chose, mais un réseau où chaque endroit a l'autonomie de faire les choses de la manière qui fonctionne le mieux pour sa communauté. » La salle resta silencieuse un moment, digérant la proposition. Puis Richard commença à applaudir, bientôt suivi par tous les autres. C'était la solution parfaite, équilibrant ambition et authenticité, croissance et préservation des valeurs. Bernard regarda Yasmine avec un mélange d'admiration et de tendresse. « Comment es-tu devenue si sage à 12 ans ?» Elle haussa les épaules en souriant. « J'ai de bons professeurs. » La proposition modifiée fut présentée à Global Tech, qui l'accepta promptement. Les semaines suivantes, des équipes travaillèrent intensément pour développer la méthodologie, créer des supports pédagogiques, établir des directives garantissant la qualité sans brider la créativité locale. Yasmine participa activement à tout le processus, et sa perspective jeune apporta des idées précieuses que les adultes, aussi expérimentés soient-ils, ne voyaient tout simplement pas. Mais au milieu de toutes ces réalisations et célébrations, Bernard portait une inquiétude. Il sentait qu'il y avait quelque chose d'important qu'il devait faire, une dette qu'il devait régler. Un samedi matin, 2 semaines avant Noël, il demanda à Yasmine et Catherine de venir à l'entreprise. Quand elles arrivèrent, Bernard les conduisit à une salle du 23e étage qui était fermée à clé depuis des mois. Quand il ouvrit la porte, elles furent confrontées à quelque chose d'inattendu. La salle avait été complètement transformée. Ce n'était plus un espace d'entreprise froid, c'était le studio de rêve de tout jeune passionné de technologie. Il y avait des postes de travail de dernière génération, des écrans géants, des équipements de réalité virtuelle, des robots éducatifs, des imprimantes 3D et une bibliothèque complète de livres sur la programmation, l'intelligence artificielle, le design et l'innovation. Sur les murs, il y avait des cadres avec des citations inspirantes de grands scientifiques et inventeurs. Et sur une plaque dorée au-dessus de la porte était gravé « Centre d'innovation, Yasmine Leroy ». La fillette resta paralysée à l'entrée, les yeux écarquillés, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Catherine porta les mains à sa bouche, les larmes coulant déjà librement. Bernard s'agenouilla devant Yasmine, se mettant à la hauteur de ses yeux, comme il l'avait fait cette première nuit 6 mois plus tôt. « Yasmine, tu as sauvé bien plus que mon entreprise. Tu m'as sauvé moi. Tu m'as appris à voir ce qui compte vraiment. Tu m'as rappelé que le talent n'a pas d'adresse fixe et que la bonté est la monnaie la plus précieuse qui soit. Cet espace est à toi, pour créer, pour inventer, pour rêver sans limite. Et quand tu grandiras et que tu t'envoleras, comme je sais que tu le feras, cet endroit sera là, nous rappelant à tous où le miracle a commencé. » Yasmine se jeta dans les bras de Bernard, le serrant fort. Elle pleurait et riait en même temps, des émotions contradictoires se mélangeant dans une tempête de sentiments purs.
Catherine se joignit à l'étreinte, les enveloppant tous les deux, et pendant un long moment ils restèrent ainsi, unis par une affection sincère qui transcendait toute classification ou étiquette. Quand ils se séparèrent enfin, Yasmine explora chaque recoin de son nouvel espace avec l'enchantement d'un enfant dans un magasin de jouets. Elle testa les équipements, feuilleta les livres, essaya la réalité virtuelle. Bernard et Catherine l'observaient, partageant des sourires complices. « Vous avez fait une chose magnifique, Bernard, » dit doucement Catherine. « Pas seulement ça, mais tout. La façon dont vous avez accueilli ma fille, dont vous avez cru en elle alors que vous aviez toutes les raisons de douter. Vous avez changé nos vies. » « Vous deux avez changé la mienne, » répondit Bernard avec une sincérité totale. « J'étais perdu, Catherine. J'avais tout et je n'avais rien. Yasmine m'a montré le chemin du retour vers ce qui compte vraiment. » Ce soir-là, TechVision organisa sa fête de fin d'année. Mais ce ne fut pas la célébration d'entreprise formelle des années précédentes. Ce fut une vraie fête, avec des familles, des enfants, de la musique live et des plats faits maison apportés par les employés eux-mêmes. L'ambiance était celle d'une communauté, d'un sentiment d'appartenance. C'était le genre d'environnement que Bernard avait toujours jugé inapproprié pour une entreprise sérieuse, mais qu'il reconnaissait maintenant comme essentiel pour une entreprise humaine. Gustave était là, circulant et discutant avec les enfants de l'Institut de la conception de jeux vidéo. Marianne était également venue, curieuse de rencontrer la fameuse Yasmine dont son fils ne cessait de parler. Quand les deux se rencontrèrent, il y eut une connexion instantanée. Marianne vit en Yasmine la créativité et la passion qu'elle avait toujours souhaité que Bernard valorise, et Yasmine vit en Marianne une figure maternelle accueillante et sincèrement intéressée par son bien-être. Au plus fort de la fête, Bernard demanda l'attention de tous. Il y avait quelque chose qu'il voulait partager. La salle se tut, les visages tournés dans sa direction. Il n'avait pas de discours préparé, ce qui était inhabituel pour un dirigeant habitué à des présentations méticuleusement planifiées. Mais il sentit qu'il devait parler avec son cœur, pas avec un script. « Il y a exactement 6 mois, commença-t-il, la voix émue. J'étais à ce même étage, seul, voyant tout ce que j'avais construit s'effondrer. Je pensais avoir tout perdu. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais pas de la façon que j'imaginais. J'avais perdu mon chemin, mes valeurs, la capacité de voir au-delà des chiffres et des graphiques. Bernard chercha Yasmine dans la foule et croisa son regard. Alors, une fillette extraordinaire est apparue et a tout changé. Non seulement elle a sauvé l'entreprise, mais elle m'a sauvé. Elle m'a rappelé que les gens sont plus importants que les profits, que la bonté vaut plus que n'importe quelle action en bourse, et que parfois, les plus grands miracles viennent emballer dans les paquets les plus inattendus. Des applaudissements remplirent la salle, mais Bernard leva la main pour demander un instant de plus. Et je veux que tout le monde ici sache une chose. Le succès de cette entreprise, à partir de maintenant, ne se mesurera pas seulement à ce que nous gagnons ou au nombre de pays où nous opérons. Il se mesurera au nombre de Yasmine que nous parviendrons à découvrir, au nombre de talents cachés que nous parviendrons à révéler, au nombre de vies que nous parviendrons à toucher positivement. Car c'est le véritable but de tout cela. C'est l'héritage que je veux laisser. La fête se poursuivit tard dans la nuit, mais Bernard se retira, plus tôt. Il monta au 23e étage et traversa les couloirs vides jusqu'à son bureau. Il s'arrêta devant la fenêtre, dans la même position où il se trouvait cette terrible nuit de juin, et regarda Paris en bas. La ville scintillait de ses lumières infinies, chacune représentant une vie, une histoire, un rêve. Mais maintenant, contrairement à cette nuit-là, Bernard ne ressentait ni solitude, ni désespoir. Il ressentait une gratitude profonde et sereine. Gratitude d'avoir été brisé si complètement qu'il avait dû se reconstruire à partir de zéro. Gratitude d'avoir trouvé, au moment de sa plus grande fragilité, quelqu'un d'assez pur pour aider sans rien attendre en retour. Gratitude pour la seconde chance d'être père, d'être un leader, d'être humain. Il entendit des pas derrière lui et se retourna. C'était Yasmine, portant encore la simple robe que Catherine avait achetée spécialement pour la fête. Elle s'approcha et se tint à côté de lui, regardant elle aussi la ville. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Bernard avec un sourire. « Je suis trop heureuse pour dormir. Ma tête est pleine d'idées pour le nouvel espace. Des choses que je peux créer, des projets que je peux développer. » Bernard rit.
doucement. Tu ne t'arrêtes jamais, n'est-ce pas? Pourquoi m'arrêterais-je? Il y a tant à faire, tant à apprendre, tant à créer. Ils restèrent silencieux et confortables pendant quelques minutes. Puis Yasmine parla, la voix soudainement sérieuse. « Monsieur Bernard, je peux vous demander quelque chose. » « Bien sûr, Yasmine. N'importe quoi. Vous regrettez tout ce qui s'est passé cette année, l'attaque, les trahisons, la quasi-faillite ?» Bernard réfléchit attentivement, avant de répondre. « Il y a 6 mois, j'aurais dit oui sans hésiter. Aujourd'hui, je peux dire honnêtement que je ne regrette pas. Parce que tout cela m'a mené jusqu'ici, m'a mené à toi, à cette transformation. Parfois, nous devons tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. » Yasmine hocha la tête, pensive. « Je crois que je comprends. Comme quand ma vieille tablette s'est cassée et que j'ai cru que c'était la fin du monde. Mais c'est cette tablette cassée qui m'a appris à réparer les choses et ça a ouvert tout un nouveau monde de possibilités. » « Exactement, » acquiesça Bernard, impressionné une fois de plus par la sagesse de cet enfant extraordinaire. Yasmine bâilla, cédant finalement à la fatigue. « Je crois que je vais retourner à la fête. Maman doit me chercher. » Avant qu'elle ne parte, Bernard l'appela. « Yasmine, attends. » Elle se retourna, curieuse. « Je veux que tu saches que peu importe ce que l'avenir te réserve, peu importe où la vie te mène, tu auras toujours une place ici. Pas seulement un espace physique, mais une place dans le cœur de cette entreprise et dans mon cœur. Tu fais partie de la famille maintenant. » Les yeux de Yasmine se remplirent de larmes, mais elle sourit à travers elles. « Vous aussi, vous faites partie de ma famille, monsieur. Bernard. Vous et tout le monde ici. » Elle courut pour le serrer dans ses bras une dernière fois avant de retourner à la fête. Bernard la regarda disparaître dans le couloir, cette petite silhouette immense en importance, et sentit son cœur déborder d'un bonheur qu'il n'avait pas connu depuis des années. Peut-être ne l'avait-il jamais vraiment connu. Les mois suivants apportèrent encore plus de transformations. Le projet mondial de l'Institut commença à être mis en œuvre dans 5 villes pilotes dans différents pays. Yasmine se rendit dans certaines d'entre elles, toujours accompagnée de Catherine, pour aider à la formation des professeurs locaux et à l'adaptation de la méthodologie. Elle voyait le monde pour la première fois, découvrait différentes cultures, mais revenait toujours à Paris avec la nostalgie de chez elle. TechVision continua de croître, mais désormais avec une philosophie différente. Bernard mit en place des politiques de valorisation des employés qui devinrent une référence sur le marché. Il créa des programmes de mentorat interne, des canaux de communication ouverts, des espaces pour que les talents soient reconnus indépendamment de la hiérarchie. L'entreprise cessa d'être simplement un lieu de travail pour devenir une communauté où les gens voulaient être. Gustave décida qu'il voulait faire carrière dans le design d'expériences utilisateurs, inspiré par le travail qu'il voyait chez TechVision. Bernard le soutint pleinement, lui offrant même un stage dans l'entreprise le moment venu. Père et fils devinrent de vrais amis, et Bernard découvrit la joie de connaître son propre fils en tant que personne, pas seulement comme une responsabilité parentale. Et Yasmine resta Yasmine. À 13 ans, elle avait déjà développé 3 applications éducatives adoptées par des écoles publiques dans toute la France. À 14 ans, elle donna une conférence lors d'un congrès international de technologie qui devint viral sur Internet, inspirant des millions de jeunes à travers le monde. Mais elle ne perdit jamais cette essence humble et sincère qui la rendait spéciale. Elle continua à vivre dans le même appartement avec Catherine, à fréquenter l'école publique, à être la même fille au grand cœur qui, un jour, décida de demander à un étranger abattu si elle pouvait l'aider. Des années plus tard, lorsque les journalistes interrogèrent Bernard sur le moment décisif qui avait transformé TechVision et sa propre vie, il racontait toujours la même histoire. L'histoire d'une nuit de juin de désespoir absolu, d'alertes rouges clignotant comme des plaies ouvertes, et d'une fillette en sweat rose avec une vieille tablette qui apporta non seulement des solutions techniques, mais aussi une rédemption humaine, car en fin de compte, Bernard apprit que les entreprises sont construites par des personnes, pas par des algorithmes, que le succès sans but n'est que des chiffres vides sur des feuilles de calcul, que parfois, tout perdre est nécessaire pour trouver ce qui compte vraiment, et que les plus grands miracles ne viennent pas accompagnés de trompettes et de projecteurs, mais de pas légers dans le couloir d'yeux curieux, de cœurs généreux prêts à poser, même à un parfait inconnu, une question simple et puissante.
Puis-je aider? Et cette question, posée une nuit improbable par une fillette extraordinaire, résonnerait à jamais dans les couloirs de TechVision. Non pas comme une politique d'entreprise ou un slogan marketing, mais comme un rappel permanent que la véritable transformation commence lorsque nous regardons au-delà de nous-mêmes, lorsque nous voyons de la valeur là où d'autres voient l'invisibilité, lorsque nous renonçons à l'arrogance du savoir pour embrasser l'humilité d'apprendre de ceux que nous attendons le moins. Paris continuait de pulser dehors, ville de contrastes et de contradictions, de luttes et de rêves. Et quelque part dans cette immense métropole, il y avait certainement d'autres Yasmine attendant juste une opportunité, un regard attentif, quelqu'un prêt à croire. Et grâce à ce qu'une fillette et un homme d'affaires avaient construit ensemble, à partir d'une nuit terrible, qui s'était transformée en un miracle improbable, de plus en plus de ces Yasmines étaient découvertes, cultivées, célébrées. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les technologies qui changent le monde, ce sont les gens. Ça a toujours été le cas, ça le sera toujours. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Bernard et Yasmine a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de nouveau départ, de pardon et de transformation, laissez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire. Dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué, si vous vous êtes identifié à Bernard, à Yasmine ou à un message spécial que ce récit a apporté à votre vie. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses et inspirantes comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond et sensible de l'âme humaine, qui nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, et que les miracles se produisent lorsque nous ouvrons notre cœur. Nous vous attendons pour le prochain épisode, avec une autre histoire qui vous touchera en plein cœur. D'ici là, souvenez-vous toujours, parfois, le salut vient des endroits les plus inattendus, et un simple geste de bonté peut changer des vies pour toujours.